Bon vendredi à tous ceux qui nous suivent présentement. Juma Moubarak, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes ravis en tout cas d'être avec vous. Cette semaine, nous découvrons la caste des forgerons du Burkina et aujourd'hui, on poursuit et on termine avec les témoignages donc que nous vous avons proposés tout au long de cette semaine parce que nous sommes allés à la rencontre de forgerons nés et initiés qui pratiquent la forge. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et vous aurez l'information avec Elhadj Smaïl Arabo qui signe son retour. Et nous serons avec le directeur de l'information de Savane Média pour partager l'actualité nationale et internationale avec vous. Et aujourd'hui, c'est sécurité routière. On va vous apprendre à bien circuler et à respecter aussi les intervalles de sécurité. Ça sera dans la chronique sécurité routière. Honoré Onadia sera là, bien sûr, pour les rendez-vous du week-end. Merci de vous installer confortablement. L'aventure démarre maintenant jusqu'à 9h00. Alors, on part tout de suite et maintenant pour la première rubrique de cette émission, c'est à la découverte 2 qui vous amène à la découverte du Burkina Faso. Cette semaine, nous avons décidé de vous conduire dans l'univers de la caste des forgerons du Burkina Faso. Ce sont les maîtres du fer et du feu. Et dans la société Mouaga, ils sont les médiateurs donc entre le ciel et la terre. Et ces forgerons-là ont donc pour mission de veiller au bien-être donc de la société. C'est aux forgerons qu'on fait appel lorsqu'il y a la foudre pour séparer donc l'être humain, donc l'homme et donc le ciel, la foudre. C'est aux forgerons qu'on fait appel aussi lorsqu'il y a une mort tragique, un drame, également pour justement faire donc des sacrifices avant qu'on puisse déplacer donc les morts. En tout cas, les forgerons également, c'est la forge, c'est la fabrication du fer. Et comme interdit, le forgeron ne doit pas voler de fer parce qu'il est maître du fer et du feu. Bon, on va découvrir encore l'histoire de la caste des forgerons avec le récapitulatif des témoignages de la semaine. Avec la parole, on te prononce une parole et cette personne meurt sur le champ. On te dit une parole et cette personne pique une diarrhée alors que la personne n'a pas mangé. On te donne une parole et la personne s'évanouit. Donc, c'est-à-dire la force de la parole, c'est la maîtrise de cette parole-là qui permet, du feu de cette parole-là, qui permet aux forgerons de pouvoir, en tout cas, rétablir le lien par des procédés et par la technique qu'il a, réservée à la famille. Et ce n'est pas tous les forgerons aussi qui le font. Hein. Ce n'est pas tous les forgerons qui savent séparer, alors intervenir en cas de problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des forgerons qui ne sont pas initiés. Il y a des forgerons qui sont initiés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le fer de la forge n'est plus au niveau de la forge. Le fer est allé maintenant dans les industries. Donc du coup, aujourd'hui, le forgeron a toujours gardé le côté philosophique et scientifique et symbolique même des choses, ça existe toujours. Mais comme nous sommes dans une société qui ne reconnaît pas souvent les valeurs traditionnelles, donc la forge aussi est là et la forge attend. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'évolution du monde doit à la forge, parce que c'est la forge qui était au centre de toutes les innovations et toutes les inspirations, les créations, etc. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a ce qu'on appelle la hache de la foudre qui est là, qu'il faut déterrer pour établir l'harmonie. Soit on déterre la hache de la foudre pour établir l'harmonie, soit on éteint la force de la hache de la foudre et on n'a pas forcément besoin de l'éteindre. Il y a des forgerons qui sont capables de le faire, il y a d'autres qui viennent directement, qui déterrent la hache de la foudre. Et je vais quand même vous présenter cette hache-là qui est ici. Vous voyez? Et les haches, il y en a deux, il y a féminin et masculin. Donc du coup, ici, nous avons cette hache-là qui est ici, que je peux vous présenter. Donc c'est ça qu'on appelle la hache de la foudre. En moré, on appelle ça salari. Chaque fois, quand il y a la foudre qui tombe, il y a toujours la hache de la foudre qui est quelque part. Et il y a certaines personnes qui sont initiées, je rappelle, qui sont capables de pouvoir déterrer cette hache de la foudre. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de séparer la foudre. Soit, lorsque vous finissez de séparer la tension qui existe entre les protagonistes, vous revenez, vous déterrez la hache de la foudre pour dire que c'est fini. Ou alors,
vous éteignez la puissance de cette hache de la foudre là pour que, en fait, chaque fois quand il y a la foudre qui veut même descendre là-bas, c'est fini. Il arrive aussi par moment que lorsque la foudre tombe sur quelque chose, la foudre encercle par le feu de la foudre. Et quand c'est ça, la foudre peut encercler la maison ou peut encercler l'individu ou alors n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord éteindre ce feu-là avant d'atterrir, avant de pouvoir accéder. Et lorsque la foudre tombe par exemple sur cet arbre-là ou bien sur un individu, on arrive et il faut séparer, il faut couper le feu en 3 parties. Une fois qu'on coupe le feu en 3 parties, en ce moment, on prend une porte et puis on entre pour pouvoir faire sortir les éléments qui sont à l'intérieur du cercle que la foudre a emprisonné. Donc maintenant, il y a aussi, lorsque ça tombe sur un arbre, la plupart du temps, on dit que cette fois-ci, tout le village doit utiliser ce feu-là pour préparer. Vous voyez, s'il s'agit d'un arbre ou s'il s'agit des choses. Et par exemple, quand la foudre tombe sur un arbre, par exemple dans la société, tant que le forgeron ne met pas sa main, personne ne peut mettre sa main. Donc vous voyez, il y a tellement je résume un peu parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut raconter, mais voilà. Et c'est ça. Au-delà de séparer ces choses-là, qui sont physiques, il y a aussi au niveau de la société, quand il y a conflit, que ce soit au niveau familial, au niveau village, au niveau du royaume, lorsque on a épuisé toutes les voies de recours, de réconciliation, c'est là qu'on fait appel au forgeron et que le forgeron arrive et à travers son marteau, qui n'est pas un marteau qui condamne, mais un marteau qui réconcilie, un marteau qui tisse les liens. Avec ce marteau-là, il arrive à apaiser les tensions. Tout tournait autour de la création de l'activité de la forge. Et à chaque fois que le forgeron fabrique un élément, ça change même la façon, le comportement de l'univers. Et donc du coup, en plus, le fait de maîtriser le feu, c'est-à-dire que chaque fois que tu maîtrises le feu, chaque fois que tu fais sortir quelqu'un qui arrive à rentrer dans le feu et sortir du feu, c'est-à-dire qu'il acquiert du pouvoir, il maîtrise des choses, des éléments, le mystère de la nature. Or, le monde est mystérieux. Ce qui fait la force du monde, c'est son mystère. Et si le mystère du monde disparaît, ça veut dire que le monde ne fait plus peur. Et le forgeron est en même temps celui qui est craint et aimé à la fois, à l'image du masque. Lorsque le masque sort, tout le monde aime, il regarde, mais lorsque le masque s'approche de la personne, les gens fuient. Donc c'est à peu près cette image-là. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a une tension. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre l'invisible et le visible. Ou alors il y a un conflit entre 2 esprits invisibles. C'est-à-dire que la foudre ne peut pas tomber comme ça, selon les mythologies que nous on connaît, selon les légendes qu'on nous a racontées. Chaque fois que la foudre tombe quelque part, c'est qu'il y a des harmonies. Et c'est pour ça que le forgeron doit aller pour harmoniser, pour permettre de réinstaller l'équilibre. Parce que si par exemple, parce que le monde vit, tout est mouvement. Le monde vit et lorsque les choses vivent, ça se heurte. Et comme ça bouge, il peut y avoir, ce n'est pas seulement ce que nous voyons qui fait que nous vivons. Il y a ce que nous ne voyons pas qui fait qu'on vit, qui participe à notre équilibre physique sur Terre. Et c'est ces choses-là, ce monde caché-là, que nous on ne voit pas, cette énergie, ces flux qui traversent le monde, ce sont ces flux-là aussi. Il peut y avoir, c'est pourquoi souvent on peut dire à quelqu'un de prendre du sésame, déposer sur le truc pour établir l'ordre. Ce n'est pas forcément ici, c'est qu'il y a l'ordre ça se répercute au niveau du réceptacle universel des énergies. Donc il y a ça aussi qui fait que le monde c'est au-delà de ce que nous pensons. Au-delà même, puisque la spiritualité c'est au-dessus de tout. Voilà. C'est pas forcément, quand la foudre tombe, il n'y a pas que c'est quelqu'un qui a envoyé, non. C'est un déséquilibre de l'univers qu'il faut rétablir, parce que si on ne le fait pas, ça peut encore avoir des effets secondaires dans les autres. Voilà. Il faut savoir que les gens, la société ancienne, se marier, ce n'était pas donné à n'importe qui. Parce qu'on ne pouvait pas se marier comme ça.
Et comme c'est-à-dire que de façon logique, sans chercher, sans rentrer dans les mythes ni les légendes, tout tourne autour de quelque chose. Ça veut dire que tout le monde veut aussi être là-bas. Donc ça veut dire que si le forgeron, en plus d'avoir comment on appelle les chefs de terre, le chef lui-même et toute la société avec lui, s'il a encore les femmes, ça veut dire que c'est lui le chef du village, c'est lui le roi. Donc il fallait trouver des mécanismes pour le contenir, pour que lui aussi il puisse faire attention qu'il y ait quand même un être au-dessus qui est le roi. Voilà, donc il y a tout ça. C'est pour ça aussi, il faut signaler. Moi je ne vais pas rentrer dans les mythes et dans les légendes, parce que dans les légendes ça c'est autre chose. Mais dans la réalité pratique, ça c'en est une autre. À présent, nous allons feuilleter les journaux histoire de se mettre au parfum de l'actualité. Nous recevons aujourd'hui le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Smaïla Rabo, et qui est sur ce plateau avec nous. Bonjour. Bonjour Zeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Nous commençons avec le journal aujourd'hui au Faso. Conférence annuelle des commissaires de police, le management du personnel en débat. Lutte contre le terrorisme, acquisition de 75 véhicules militaires, expulsion des diplomates français. La France regrette la décision prise par le Burkina Faso. 3 diplomates français déclarés persona non grata au Burkina Faso. Ce n'est pas demain. Le dégel entre Paris et Ouaga. Énergie solaire, l'importation des panneaux désormais conditionnés. Relance du MAEP, le nouveau secrétaire permanent reçoit les orientations du chef de la diplomatie burkinabé. Travaux du cadre d'orientation et de dialogue État-secteur privé, le PM attache du prix au plan triennal. Coopération bilatérale, le PNUD renouvelle son engagement envers le Burkina. Et puis Gilbert Bawara, ministre togolais de la fonction publique, du travail et du dialogue social et proche du président togolais Faure Gnassingbé, le régime parlementaire va favoriser une gouvernance et une gestion plus concertée. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une du journal Aujourd'hui au Faso. Passons au journal Le Pays. Lutte contre le terrorisme, du nouveau matériel pour traquer les terroristes. La police nationale veut mieux s'adapter aux exigences du moment. Potpourri, crise sécuritaire dans la Tapoa, la population réclame le départ de responsables civils et militaires. Ambassade de France au Burkina, 3 diplomates déclarés persona non grata. Blanchis par la justice pour des faits de malversation, Roch Donatien Nagalo exige des excuses publiques. Mystère psychique et spirituel, des clés pour glaner d'innombrables victoires. Semaine de Poko, des astuces pour une bonne toilette intime des femmes. Appel de la décision ordonnant la libération de Maître Guy Hervé Kam. Le délibéré est attendu le 23 avril prochain. L'observateur Palga, présent, police nationale du Burkina, les commissaires veulent être des leaders et non des chefs. Foudre, éclair, tonnerre, point de suspension, explication scientifique avec Issouf Ouedraogo de l'ANAM. Dans une lettre pour l'AI, l'ONAB, le personnel réclame la tête du DG. 3 Français expulsés pour activité subversive. Affaire Maître Guy Hervé Kam, nouveau rendez-vous le 23 avril. Verdict procès SG du Sinatre Combé. Donatien Nagalo invite ses détracteurs à une contrition publique. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une des quotidiens. Merci bien Elhadj. On revient sur quelques sujets d'actualité. La Cour administrative d'appel va se prononcer le 23 avril sur l'affaire Maître Guy Hervé Kam. Oui,
Vous savez, Maître Guy Hervé Kam est avocat. Il a été arrêté, gardé à la sûreté de l'État dans des conditions qui ne sont pas prévues dans les procédures où les avocats sont mis en cause dans les affaires judiciaires. C'est ainsi que le barreau a interpellé les autorités judiciaires et politiques pour que la procédure soit suivie. En l'occurrence, quand vous prenez la convention qui encadre le travail des avocats dans l'espace UEMOA, un avocat peut être interpellé, doit avoir été informé des charges qui pèsent contre lui, son bâtonnier aussi, et également le procureur de la cour d'appel. Et comme ça n'a pas été fait comme ça, le barreau a demandé que la procédure soit suivie. Mais entre-temps, les avocats de Maître Guy Hervé Kam ont saisi le tribunal administratif pour que Maître Guy Hervé Kam soit mis en liberté. Et ces avocats ont gagné ce procès, le premier procès, c'est-à-dire devant le tribunal administratif en première instance. Il se trouve que l'État n'était pas d'accord avec cette décision, et donc l'agent judiciaire de l'État, qui soit l'image et les intérêts de l'État, a interjeté appel de cette décision, qui demande de libérer Maître Guy Hervé Kam. Donc c'est un deuxième jugement qui a été fait hier, et la cour administrative d'appel a dit, d'accord, on a écouté, on a regardé, on a examiné la première décision contestée par l'État, et nous allons mettre ça en délibéré le 23 avril prochain. Je crois que le 23 avril prochain, c'est le mardi. Ça ne va pas tarder. Et on saura si Maître Guy Hervé Kam va finalement bénéficier de la liberté que les avocats, le barreau et ses avocats et sa famille politique, le mouvement politique Sens et sa famille biologique réclament depuis plusieurs mois maintenant. Bon, étant entendu que si la cour administrative d'appel dit de mettre Guy Hervé Kam en liberté, il se pourrait que l'État aille encore devant le Conseil d'État. Donc, demande un troisième jugement. On ne sait pas. Dans tous les cas, d'après les informations qui ont filtré, il lui est reproché des activités subversives, une atteinte à la sûreté de l'État. Et je crois que cette semaine, c'est le journal de l'événement qui a ajouté aux informations qu'on savait sur l'affaire que Maître Guy Hervé Kam était chargé de mobiliser, dans le cadre d'une action de déstabilisation, de mobiliser les acteurs politiques. Et Matiko, qu'on connaît bien, ancien leader des jeunes du CDP, Mathias Ouédraogo, lui, il était chargé de mobiliser les chefs traditionnels et d'autres personnes pour passer à l'action. Bon. Vrai ou faux, on ne sait pas. On attendra de voir. En tout cas, pour la mise en liberté de Maître Guy Hervé Kam, là, mardi, on en saura davantage devant le tribunal administratif d'appel. Intéressons-nous à la situation sécuritaire. Les populations de Diapaga ont donné de la voix hier. Oui, et elles ont réclamé beaucoup de choses. Vous savez que la Tapoa est prise au piège des terroristes. Il y a des actions de l'armée sur place, mais ça ne suffit pas, étant donné que bien souvent, ce sont des interventions aériennes. Bon, après, si ce n'est pas suivi des ratissages, ça veut dire que par petits groupes, les terroristes là, peuvent continuer à pulluler, surtout que c'est une zone qui a beaucoup de forêts jusqu'au Bénin. Diapaga est dans la Tapoa et la Tapoa est dans la région de l'Est. Les populations là ont réclamé, il y a une longue liste de revendications. Le départ immédiat et sans condition du chef de corps, du détachement de Diapaga, le relèvement du haut commissaire de la province, des préfets des différents départements, ainsi que des fonctionnaires qui ne sont pas à leur poste. Parce que pour beaucoup, ils sont dans des zones plus sécurisées et c'est de là-bas qu'ils administrent. Parce qu'ils estiment que Diapaga n'est pas suffisamment sécurisé. Le départ des agents actuels de l'action sociale, la fermeture de la mairie, des opérations de grande envergure, aériennes et terrestres, afin de libérer rapidement les axes routiers, la libération de la route nationale numéro 4, qui mène jusqu'au Niger, la formation et l'équipement des VDP, la création et l'opérationnalisation de BIR, bataillon d'intervention rapide, des
des actions de ratissage dans la zone, la prise en compte des alertes au niveau du centre d'appel, des primes d'encouragement pour les travailleurs du public et du privé résilients de la province, le mixage des différentes composantes des FDS, un convoi humanitaire le plus rapidement possible pour approvisionner les magasins de la SONAGES. Et puis, ce n'est pas fini, ils exigent aussi du gouvernement le traitement diligent de toutes les préoccupations des populations de la Tapoa. Bon, je crois que la Tapoa avait été prise en auteur il y a quelques mois. En tout cas, en 2023, ça avait été... la situation s'était légèrement améliorée, mais on voit que de plus en plus encore, c'est difficile pour la population, d'où cette énième sortie. Et je crois que normalement, les autorités devraient pouvoir prendre ça en compte. Sinon, la situation pourrait dégénérer. Et c'est bien que l'armée se procure encore ou obtienne de nouveaux matériels. 75 véhicules hier. Oui. Pendant que les commissaires de police, là, ils commençaient leur conclave, qui s'achève aujourd'hui, le ministre d'État, ministre de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, a remis au chef de l'armée 75 véhicules de tout type. Hier, des camions-citernes, des blindés, des pick-up, un peu tous ceux dont l'armée a besoin dans la diversité de ces opérations pour être opérationnel. Et le ministre a ajouté que c'est avec l'argent du contribuable. Ce sont les contributions citoyennes des uns et des autres, ce qu'on reçoit au trésor public, ce qu'on reçoit à l'intérieur du pays à travers les autorités administratives décentralisées et déconcentrées, ce que nous recevons par exemple à travers notre opération spéciale de collecte des dons ici à Savane Média. C'est tout ça qui a permis d'acheter ça. Et il a remercié au passage les autorités égyptiennes parce que la coopération entre le Burkina et l'Égypte a facilité l'acquisition de ce matériel-là. Il a dit que ça devrait pouvoir aider les forces de défense et de sécurité à être davantage présentes auprès des populations pour les sécuriser et pour amener la quiétude et la paix de façon générale. Parallèlement, les commissaires de police tenaient à partir d'hier là leur conclave annuel. C'est devenu une tradition. Chaque année, les commissaires de police se réunissent, étant donné qu'ils sont les managers des équipes de la police sur le terrain pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ils ont choisi cette année de traiter du management des hommes et c'est pourquoi l'Obs dit qu'ils veulent être des leaders et non des chefs. Le leader, c'est celui qui comprend les préoccupations, qui projette les ambitions et qui tire vers le haut son équipe. Bon, le chef, c'est celui qui instruit, qui ordonne, qui tape du poing sur la table. Ce n'est pas toujours la meilleure formule et je crois qu'ils veulent plancher là-dessus pour faire des recommandations aux autorités. La rencontre est placée sous la présidence du chef de l'État, mais c'est le ministre Émile Zerbo en charge de l'administration territoriale de la sécurité qui a représenté le président hier. La rencontre s'achève aujourd'hui. Et pour terminer, on va dire quoi, coopération Burkina-France c'est pas toujours gai. C'est la énième fois. Je sais que fin 2023, fin 2022, début 2023, sous le président capitaine Ibrahim Traoré, il y avait eu déjà l'expulsion de 2 citoyens français. Ça n'avait pas été beaucoup médiatisé. C'est plusieurs semaines après que nous l'avons appris. C'était pour, soit dit en passant, espionnage aussi. Après ça, il y a eu l'épisode de l'ambassadeur français, Luc Alat, dont les autorités burkinabées ont demandé l'expulsion. Ça a traîné des semaines, sinon des mois. Il y a eu des tractations, mais il est finalement parti. Ensuite, il y a eu la fermeture du bureau militaire de l'ambassade de France à Ouagadougou. Et concomitamment, par réciprocité, la fermeture du bureau militaire de l'ambassade du Burkina à Paris. Voilà, pour que si vous avez fermé notre bureau militaire, chez vous aussi, voilà. Et puis, finalement, il y a eu 4 Français qui ont été pris pour eux aussi activités subversives. Ils sont venus de France pour des activités à l'ambassade. C'est ce qui a été dit par les autorités françaises, mais les autorités burkinabées ont estimé que c'était des gens qui étaient venus pour donner suite à l'attaque, la fameuse attaque de novembre 2023 à Guibo.
qui devait se traduire en action de déstabilisation sur le territoire burkinabé. Eux, ils sont toujours retenus. Et puis, depuis 2-3 jours, le ministre des Affaires étrangères a demandé l'expulsion en 48 heures, c'est le délai, en 48 heures de 3 diplomates français qui étaient précédemment en service à l'ambassade de France à Ouagadougou. Il s'agit de Madame Genaël Abouzit, de M. Hervé Fournier, conseiller politique, et de M. Guillaume Rezaché, conseiller politique. Et je pense qu'ils doivent être partis. Ce qui est nouveau, c'est que hier, dans l'après-midi, les autorités françaises ont réagi et elles ont dit que cette décision d'expulsion-là n'avait aucun fondement légitime, n'était fondée sur aucun élément probant, notamment de preuves, et que la France regrettait cette expulsion. Ils ont rappelé que tous les diplomates français qui sont en service au Burkina travaillent sur le fondement de la Convention de Vienne, qui organise la coopération entre les États et la diplomatie au niveau international. Bon. Merci. C'est pas demain la veille. Voilà, le retour et le dégel entre Paris et Ouagadougou, c'est ce que dit aujourd'hui au Faso. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant découvrir les couleurs du temps de ces quelques villes d'affaires. Recevons ce jour Dr Toussaint Guingané, il est vice-président du COPSUEL, donc le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes venu accompagné de Dr Daouda Oubda, président du comité scientifique du COPSUEL. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Ça s'est bien passé à Ramadan hier? Oui, ça s'est très bien passé. Ah, alhamdulillah. Merci bien. Alors, docteur Guingané, pour parler du COPSUEL, déjà, commencez par nous présenter le COPSUEL. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Donc, le COPSUEL, qui est le comité burkinabé pour la sécurité des usagers en électricité, est un comité qui a été créé par des jeunes burkinabés pour assurer la sécurité en électricité des usagers et des biens et la conservation des biens. Alors donc il faut dire que ce constat a été fait dans un contexte où on remarque qu'au Burkina Faso, de plus en plus on a des incendies qui sont d'origine électrique. Voilà. Également, il y a des études qui ont été faites dans la ville de Koudougou pour la détection des défauts dans les maisons. Et c'est avéré que en fait, à l'issue de cette étude, il y a eu des réponses, il y a eu des résultats qui sont sortis de là. Et de ces résultats, tout cela nous a amené en fait à dire pourquoi ne pas créer une association pour vraiment pallier à ce problème qui devient de plus en plus récurrent en fait. Voilà. Et puis en s'inspirant aussi des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont déjà ce comité en place qui s'occupe en fait de la sécurité des usagers et de la conservation des biens. Donc on s'est inspiré de tout ça pour vraiment mettre ça en place au Burkina Faso. Donc l'objectif c'est la sécurité. C'est la sécurité des personnes, des usagers en électricité et la conservation des biens. Des biens. Voilà. Maintenant, qui sont les membres en fait du COPSUEL? Qu'est-ce qu'on retrouve comme membres? Donc il faut dire que le COPSUEL est composé d'un conseil d'administration qui est composé d'environ 8 membres. Ok. Mais je veux parler surtout des profils en fait. Est-ce que c'est des électriciens, des physiciens, des scientifiques? Donc il faut dire que quand on parle d'usagers en électricité, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et donc dans l'équipe, il y a du tout, il y a des enseignants chercheurs, il y a des artisans électriciens, et il y a des personnes aussi, voilà, des personnes physiques, des usagers en électricité qui décident aussi de nous accompagner aussi dans ce secteur en fait. Donc tout le monde est acteur. Maintenant pour revenir, Dr Oubda, pour revenir au problème en lien avec l'électricité au Burkina Faso, généralement, quelles sont les difficultés qu'on rencontre en lien avec l'électricité? Merci pour la parole. Donc, comme nous pouvons le constater, l'énergie électrique, c'est la forme d'énergie la plus utilisée. Ouais. Donc, on l'utilise un peu partout pour le transport, pour le chauffage des maisons et la communication. Bref, dans nos différentes activités, nous avons besoin de l'électricité. Maintenant, souvent, on ignore les problèmes, les dangers qui peuvent provenir de cette énergie-là. Oui. Voilà, donc les dangers sont d'ordre allant de
l'électrocution, l'électrisation, jusqu'aux incendies. Oui, malheureusement. D'accord, on va donner des règles élémentaires, vous allez donner des conseils aux téléspectateurs tout à l'heure, mais loger un comité scientifique au sein de cette association, de quoi va s'occuper en fait le comité scientifique? Voilà, merci beaucoup. Je pense que voilà, c'est une première fois au Burkina d'avoir une association effectivement qui intègre en son sein un comité scientifique. Voilà, et vraiment nous apprécions le président pour sa bonne vision d'intégrer effectivement le comité scientifique. Et le comité scientifique doit effectivement réfléchir sur les questions et proposer des solutions à partir des études. Donc on peut faire des études de prévision, comme nous pouvons aussi mener des études des problèmes actuels que nous connaissons dans le domaine de l'énergie électrique. Bon, ok, parce que quand vous parlez de problèmes actuels, moi je pense surtout par exemple au délestage aujourd'hui. C'est vrai que vous le savez, hein, pour ceux qui utilisent l'électricité, savent que c'est difficile. Hein. On peut avoir des coupures d'électricité de 6 heures, de 10 heures. Et quand dans ce cas-là, quels sont les conseils que vous pouvez donner en fait aux populations? Quand il y a trop de délestage comme ça, quelles sont peut-être les règles élémentaires aussi à avoir? Donc, face au délestage, ce qu'on peut conseiller aux usagers, c'est de s'y prendre, protéger les appareils avec du matériel adéquat pour que si toutefois il y a les baisses de tension et si toutefois aussi l'intensité du courant est trop forte pour que nos appareils puissent être protégés. Voilà, il y a aussi le fait que nous devrons aussi éteindre les appareils qui ne nécessitent pas de fonctionnement. Vu que les délestages aussi s'expliquent par le fait que, bon, il y a trop, en période de chaleur, il y a trop de climatiseurs que nous mettons en marche, il y a trop d'appareils qui ont besoin d'être fonctionnés, nous voulons conserver nos produits et autres. Bon, tout ce qui ne nécessite pas, qui n'a pas d'importance, il faut les mettre de côté. Si c'est la journée, par exemple, on peut se passer de la lumière. Voilà, se passer de la lumière, ouvrir les fenêtres et autres. Et puis maintenant, bon, les climatiseurs, là, on en a besoin et ça passe. Maintenant, quand on a parlé tantôt des délestages, quand vous parlez de matériel pour protéger, en fait d'appareils pour protéger nos appareils. Bon, ça fait doublon, mais je vais dire, si moi j'ai une télé ou mon frigo, est-ce que dans l'installation, comment je fais pour protéger, pour que quand il y a des jeux de lumière comme ça, là, ça ne puisse pas brûler ou ma télé ou mon frigo? Voilà, très bien. On peut prévoir des fusibles de protection installés bien avant notre appareil pour que si toutefois il y a baisse de tension ou une forte intensité du courant, que le fusible coupe le courant. Ça, c'est automatique. Ce qui va permettre, oui, ça peut être automatique, comme ça peut aussi, bon, on peut le programmer d'une certaine manière. Voilà. Bon, moi je suis un peu bleu dedans, hein. Donc ça c'est vraiment de l'installation, c'est les électriciens qui savent comment ça se passe. Donc les techniciens savent. Maintenant très souvent, comme nous voulons des installations simples, moins coûteux, ça fait qu'on ne part pas au-delà pour chercher vraiment le nécessaire pour pouvoir protéger. Or, pourtant, c'est très nécessaire, très capital pour la protection de nos appareils. Donc moi je comprends qu'il ne faut pas brancher par exemple le fil de son frigo directement à la prise. Non, c'est pas faisable. Voilà, il faut en avant mettre un appareil qui permet de prévoir si toutefois il y a baisse de tension ou toutefois si l'intensité était forte, que cet appareil-là puisse protéger l'appareil en question, c'est-à-dire en ouvrant pour que le courant ne passe plus. Ah, ok. Merci bien. Comme on est dans les conseils, on va y rester. Après, on reviendra à Dr Gengani. Dr Oubda, on va rester dans les conseils. Vous partagez avec nous quelques règles élémentaires, justement, de sécurité électrique. C'est ça. Donc, comme on l'a dit, notre association œuvre effectivement pour la sécurité des personnes et des biens dans le domaine de l'utilisation de l'énergie électrique. Voilà, c'est effectivement vu les problèmes qui sont récurrents au Burkina concernant dans ce domaine que nous avons essayé de mettre en place le comité scientifique. Et le comité scientifique aussi est chargé d'élaborer des thèmes de sensibilisation
comme nous le faisons ce matin, pour sensibiliser les usagers de l'électricité à travers les différents canaux, que ce soit les médias, radio, télé, et aussi d'autres moyens, nous allons faire cette sensibilisation-là. Donc nous avons jugé nécessaire de partager avec les usagers 10 règles de sécurité élémentaires simples à utiliser pour pouvoir éviter la majeure partie des problèmes que nous rencontrons dans le domaine électrique. Ok, on a hâte. Quelles sont ces règles élémentaires? Donc ces 10 règles élémentaires, si je dois les citer, c'est ne pas sous-estimer les risques. C'est-à-dire lorsqu'on veut s'y prendre dans l'électrification de sa maison ou d'un quelconque bâtiment, c'est se mettre à l'esprit que je risque. Donc, et y mettre les moyens nécessaires pour pouvoir éviter les différents problèmes qui peuvent survenir. Ça, c'est le premier conseil. Maintenant, en deuxième position, ce n'est pas bricoler. C'est-à-dire que si nous avons une installation, ou bien après l'installation, bon, on peut avoir un petit problème qui est là. Au lieu d'appeler les techniciens, on juge que bon, en touchant ici, en débrassant ici, en mettant ici, on peut s'en sortir. C'est ça. Les chefs de famille qui disent que c'est eux qui savent tout faire là. Ils sont plombiers, ils sont électriciens, ils sont tout. Bon, d'accord. Donc on n'est pas bricolé. Donc on peut sous-estimer le problème de la sorte et tout le bâtiment peut en partie. Voilà, donc c'est d'appeler le technicien, il va revenir, voir le problème et puis proposer une solution. Donc en troisième position, c'est utiliser correctement le matériel. Donc utiliser correctement le matériel à l'installation, et le technicien doit savoir quel appareil placer avant tel appareil. Comme nous l'avons évoqué tout de suite, il y a des appareils que nous plaçons dans des réfrigérateurs. Ces réfrigérateurs doivent être protégés. Le technicien doit être en mesure de savoir si je dois placer l'appareil de protection bien avant ou bien après, pour pouvoir protéger l'appareil en question. Voilà. Donc maintenant, après aussi installation, nous les usagers, nous devrons être en mesure aussi de savoir utiliser le matériel. Voilà. Donc, par exemple, si je prends un exemple, si vous avez une multiprise chez vous, il ne faut pas encombrer la multiprise. On retrouve une dizaine de chargeurs, de connexions qui viennent par-ci par-là. Bon, ça peut conduire à des risques. Ah, ça on ne le savait pas, puisque quand on a multiprise, on se dit qu'on a plusieurs ports, donc il faut même exploiter jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à citer. Voilà. Bon, d'accord. Ce qui est bien, il y a différents ports. Dès qu'on arrive à utiliser les différents ports, si le besoin est toujours là, on peut prévoir d'autres multiprises pour pouvoir combler le besoin. Voilà. Maintenant, il ne faut pas surmonter les chargeurs, les trucs. Au vu de... Ça peut occasionner un échauffement de l'appareil et conduire à déclencher des incendies. Voilà. Donc, en quatrième position, ce que nous avons trouvé comme règle encore pour partager avec les usagers, c'est ne pas confondre les câbles électriques que nous utilisons. Voilà. Vous arrivez dans une installation, il y a différents fils qui partent à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'on ne sait pas tel fil vient de telle prise. Bon, ça peut déjouer et amener des risques. Donc en cinquième position, c'est se méfier de l'eau. Ah, l'eau. L'eau et l'humidité. Voilà, quand le milieu devient humide, et puis quand il y a de l'eau dans le milieu, c'est-à-dire que les différents appareils sont interconnectés. Même l'être humain est interconnecté en ce moment. Donc moindre passage de courant, c'est-à-dire que nous, on est pris à l'intérieur. Voilà, c'est se méfier. Même souvent quand les femmes de ménage doivent venir nettoyer, c'est s'assurer qu'on a débranché les différents appareils qui fonctionnent et elles peuvent maintenant faire le travail comme il se doit. Voilà, donc et en sixième position, c'est respecter les autorisations d'accès. Donc lorsque on fait les installations dignes de son nom, et c'est ce que le COPSUEL prône, c'est-à-dire que nous allons travailler à mettre des installations qui respectent aux normes. Donc nous aurons des armoiries, des armoires où vous allez voir que les différents fils se rencontrent là-bas. Et il faut de temps en temps appeler les techniciens pour qu'ils viennent faire une vérification, voir si effectivement l'installation est toujours présente. C'est-à-dire qu'au moment où on l'avait mis en place, est-ce que les fils sont toujours bien protégés
Parce que si moi je suis aussi les gaines, c'est-à-dire les gaines qui protègent, qui sont des isolants, s'il y a 2 gaines qui sont dénudées, le contact va déclencher des incendies. Ah, ça, il faut faire contrôler. Voilà, il faut faire contrôler de temps en temps. Technicien. C'est ça. Okay. Voilà, donc, respecter les autorisations d'accès et en certaines positions, comme règle que nous avons jugé nécessaire de partager avec les usagers, c'est ne pas toucher des câbles électriques que nous ne savons pas la provenance. C'est-à-dire, en circulation ou chez vous, vous voyez un câble électrique qui traîne dans la circulation en se disant, bon citoyen, je descends de ma voiture et je décide de déplacer le câble là pour permettre aux gens de circuler. Voilà, on peut se faire électrocuter directement. C'est ça. Voilà, donc il faut savoir la provenance du câble, savoir qu'il n'est pas sous tension avant de commencer à le toucher. Voilà, donc en 8e position, c'est localiser et utiliser les coupures de sécurité. Donc en 9e position, c'est respecter les distances de sécurité. Et en 10e position, c'est signaler les anomalies. Lorsque vous constatez une anomalie, il faut appeler rapidement les techniciens pour qu'ils viennent voir, détecter c'est où et proposer des solutions. Ah oui, voilà, donc s'il y a le temps ou dans des prochaines éditions, nous pourrons revenir en détail sur chaque sur d'autres règles aussi. Voilà. Merci beaucoup, M. Oubda, pour ces règles élémentaires. Alors, M. Gengane, vous êtes vice-président donc, du COPSUEL. Il a dit, Dr Gengane, en fait, Dr Oubda a dit que l'objectif aussi du COPSUEL, c'est surtout permettre aux ménages aux ménages et aux entreprises d'avoir des installations adéquates et surtout qui respectent les normes. C'est surtout aussi disponibiliser des techniciens qui savent bien faire le travail. Alors, comment trouver un technicien qui sait très bien faire le travail pour minimiser les risques? Ok, merci beaucoup pour la parole. Voilà, il faut dire que dans ce que Dr Oubda a dit, il y a toujours le technicien qui revient en fait. Voilà, donc ça veut dire que ces artisans, en fait, ils sont vraiment en première ligne pour assurer en fait les installations d'abord, la maintenance et même la réparation des systèmes électriques. Donc c'est vraiment des acteurs qui sont très très importants pour la sécurité électrique en fait. Donc pour le COPSUEL, afin de mieux comprendre en fait, de mieux comprendre les réalités de ce secteur et de connaître les besoins et d'améliorer en fait les mesures de sécurité, en fait le COPSUEL a décidé en fait d'initier un recensement de ces acteurs électriciens et qui aura pour objectif en fait d'abord d'évaluer la présence en fait et la répartition de ces artisans électriciens. Donc cela va nous permettre de connaître leur disponibilité en fait et leur accessibilité. Voilà. Donc en deuxième lieu, cela aussi va nous permettre d'évaluer en fait les compétences et les qualifications de ces artisans électriciens. Donc c'est-à-dire que c'est pour mieux comprendre en fait le niveau d'études et le niveau d'expertise en fait. Voilà, donc également, cela va permettre d'identifier les besoins en formation et des ressources. Donc avec le recensement, ça va nous permettre de savoir, de pouvoir faire un programme de renforcement des capacités qui sera adapté en fait à leurs exigences spécifiques. Voilà, donc également, cela va promouvoir des pratiques sécuritaires. Donc nous allons aller aussi dans la sensibilisation de ces artisans électriciens aux bonnes pratiques en matière de sécurité électrique. Et ensuite, ce recensement va également faciliter la mise en relation avec les utilisateurs en fait. Donc ça veut dire que une fois qu'ils sont sur notre base, facilement, ça va permettre en fait aux utilisateurs d'avoir contact en fait facilement avec ces électriciens en fait. Et la dernière c'est le renforcement des capacités de ces artisans électriciens en fait. Donc une fois qu'ils sont sur notre base, nous allons initier des séances de formation pour vraiment des renforcements des capacités pour qu'ils puissent connaître les normes, parce qu'il y a des normes qui existent en fait dans l'utilisation de l'électricité, dans les installations. Donc pour que beaucoup puissent, ceux qui connaissent déjà, c'est déjà bien. Maintenant ceux qui n'ont pas encore ces idées, pour qu'ils puissent renforcer en fait les capacités dans ce domaine qui est vraiment très très important en fait. D'accord, donc voilà. L'idée pour le COPSUEL aujourd'hui, c'est de créer cette base de données là où on va retrouver donc
les techniciens électriciens, donc les artisans électriciens, qui ont les compétences nécessaires. Donc ça veut dire que moi aujourd'hui, si j'ai besoin d'un électricien qui, pour me rassurer aussi que c'est un électricien qui peut bien faire mon travail ou les installations, je peux contacter le COPSUEL ou consulter la base de données quand elle sera donc disponible pour contacter directement un technicien qui peut venir m'aider pour les installations. Est-ce que vous, pour la base de données, c'est Ouagadougou, mais vous attaquez aussi les autres localités pour le recensement de ces électriciens qui travaillent Donc pour cette base, c'est pour dire que c'est pour tout le Burkina. Tout le Burkina, ce n'est pas seulement les électriciens de Ouagadougou ni de Bobo, c'est pour tout le Burkina en fait. Donc nous voulons vraiment recadrer ce métier, les regrouper dans une seule base où nous avons les contacts de tout un chacun, les niveaux d'études, tout et tout. Et cela va vraiment permettre de recadrer ce métier en fait. Vous dites aussi que vous allez même d'ailleurs les former, faire un recyclage s'il le faut. Oui. Donc c'est vrai qu'on peut avoir la formation, mais c'est bien aussi de recycler, de rappeler encore d'autres, voilà, de faire d'autres formations en ajout. Alors, pour le COPSUEL, vous êtes à quel niveau en termes donc, de mise en place de par exemple, ces projets? Bon, pour la base, il faut dire que, bon, en fait, c'est un formulaire de collecte de données, si on va bien raisonner. Donc, c'est un formulaire de collecte de données. Il faut dire qu'à ce jour, le formulaire est déjà disponible sur la page Facebook de COPSUEL. Donc, si vous tapez COPSUEL Burkina, vous allez voir qu'il y a un formulaire de collecte. Donc, ces personnes intéressées peuvent aller sur la page et taper automatiquement sur le lien. Et ça va en fait leur conduire sur un formulaire. Donc avec ce formulaire, maintenant, ils peuvent renseigner tout ce qui est là. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est que c'est un formulaire sous forme de papier aussi qui existe. Ça veut dire que si en fait il y a des gens qui ne maîtrisent pas l'outil numérique, qui n'ont pas de compte Facebook, voilà, donc ces personnes peuvent en fait appeler. Il y a des numéros qu'on va laisser. Ces personnes peuvent appeler sur le numéro et on va en fait leur donner des instructions, peut-être des fichiers papier qu'ils vont remplir directement ou bien avec les instructions on va remplir ça pour eux en fait. Voilà. Nous connaissons, bon en fait nous, surtout Savane Média, nous connaissons un peu donc la genèse du COPSUEL. Donc ça veut dire qu'à la base, hein, c'est surtout la sécurité. Donc, de l'usager. Que ce soit à la maison, que ce soit au sein des entreprises, parce qu'on se rappelle bien que le président du COPSUEL, qui est M. Dabiré Cédric, en son temps a proposé comme ça des projets pour visiter les installations à la maison et surtout des visites régulières pour contrôler les installations à la maison et au niveau des entreprises. Là, donc, vous revenez en association, en conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, mais c'est toujours le même objectif, la sécurité des usagers, donc que ce soit à la maison, que ce soit au sein des entreprises. Et quoi de plus normal que de pouvoir trouver les électriciens capables donc de faire le travail à travers la base de données que vous mettez en place. Merci bien. On a presque épuisé notre temps. Docteur Oubda, donc Docteur Oubda, pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Bon, pour finir, ce que je dois donner comme conseil à la population, c'est vraiment faire un bon usage de l'électricité qui nous est disponible. Parce que, quoi qu'on dise, bon, il y a le nombre de ceux qui sont dans le besoin qui s'élèvent. Oui, chaque année. Il y a aussi, vous voyez, sur le plan mondial, il y a la crise russo-ukrainienne et israélo-palestinienne qui est là. Donc ça ne fait que augmenter le coût des appareils et de production et de fourniture de l'électricité. On va en parler un autre jour, mais ça serait bien aussi qu'on puisse bien exploiter notre soleil. Voilà, c'est bien exploiter le peu d'énergie qu'on a et aussi être très regardant et vigilant dans les appareils que nous utilisons à la maison et travailler à les protéger pour se protéger soi-même et protéger tous ceux qui
vivent autour de toi. D'accord. Et pendant qu'on parle, on va afficher donc les contacts du COPSUEL pour tous ceux qui veulent contacter le Conseil burkinabé pour la sécurité donc des usagers de l'électricité, soit pour s'inscrire sur la base de données du COPSUEL, soit pour en tout cas entrer en contact aussi avec un électricien qui puisse savoir bien faire le travail pour des installations. Alors, pour finir, Dr Guengani. Ok. Vraiment, on vous remercie d'abord pour nous avoir invités sur le plateau. Oui. En tout cas, pour vraiment parler de notre comité, voilà, qui est vraiment la sécurité des usagers. Comme je le disais, tout le monde est usager de l'électricité, donc tout le monde peut participer en fait à notre comité, nous accompagner en fait. Voilà. Merci donc bien. on demande également le soutien de l'État, voilà, de nous accompagner en fait dans ce sens, voilà, à l'élaboration des textes pour vraiment la conformité en fait. Voilà. Savane TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka jom problem Wada yella yella Zum zande wada zum zande Ah ohaka 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 Nabiga. Wendiga. Mado, allez. Faut quoi m'anding mamie en bivêtement. De la vous sarle quoi? Ouais, mon bon yarde. Ouais, bon. Nabiga mamwamti kamalik sana mzunu wuli mamti nyama wayu katalibiti. Hey, wane kamera wa. Katalik la point. Fom pamio tout pamio pamio. Mamna wa inab kane. Nabiga la no ken kanga nyam ya nabika hanya sile hankatem no ken le yam pazane na. Boy no chenre. Boy, mana boy. Just ka for ham pami. Mamana inab namori nam kane. Mama inaba. Ay foho biveta namir sila kane. Yawe. Nabiga katem no ken le yam zanne nama. Fom kot nama la. Mamna wa luluga bivet kane ti akima pusi. Tangu mena me kane. Ah Waga Tu sais, ma petite chérie, oui. J'ai un grand dessein pour toi. Ah oui? Ah oui. Vivre ensemble dans la discrétion. Et tes études, ça va? Oui, ça va. Très bien. Du courage. Merci. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Une petite surprise. C'est pour toi. Oh, waouh. Et puis, une enveloppe pour tes petits besoins. Tout ça. Merci pour tout. Ce n'est rien. Dans ce sachet, il y a 2 poulets. Un pour toi, un pour ta maman. Merci pour tout, tonton. Merci. Et ton papa? Toujours veilleur de nuit? Oui. Ouais, je sais que c'est pas simple, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? J'espère que tu... J'espère que tu participes aussi aux besoins de la famille avec le peu que je te donne. Oui. Très bien.
Écoute, je ferai toujours plus pour toi. Hmm? Bon, écoute, tu m'appelles quand tu veux, comme tu veux, sauf à partir de 21h. Tu ne m'appelles plus. Pourquoi? Oh, une simple question de principe. Tu devines quoi déjà? Hey, c'est le problème. T'es là pour moi. Biga, bon aussi. Faut dire son nom. Appartement ravi. Kenne ligue de courbeda portable d'amba. Hein? Et puis boum les sans même sont passés. Hein? Que le coup boum les sans même sont passés. Bien. Faut qu'il y ait un bel. Non, pour vous, quoi? Zakanga pour il kanga pas tout mieux. Vous m'amène. Vous m'amène. Attends, biga la fois hora kanga vi. Gisa. Biga mano la boy. Gisa, ya bon vim na gisa. Boy tara. Fora ba ne ya boy. Ah. Ta pane ton kabi. Am ta kadam ti me do an vim da me. Am pam sidra la ye. Ta won ha song ba ke kan mo. E ba gom jala la wodu. Kan mo pa ki sif. Pa ki kan me. Hey. La ndip so na ni ngo. Sida pong na ito. Fo ka da lamla. Ah? Gardien qui a tendé à Fofungo bi. Ah? Before zin ko na ni ngo fo ma da ma bo. Bi ga tan yi tenga pour moi là. Gardien tenda na la. De retour sur ce plateau en direct du plateau de Savan TV pour l'émission Bonjour le Faso. Nous poursuivons et ce jingle annonce bien sûr la chronique qui va suivre, la chronique sécurité routière. Nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba, formateur à Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Bonjour M. Tapsoba. Oui, bonjour Mme Nkioma. Bienvenue sur ce plateau. Merci et bonjour les téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Alors, M. Tapsoba, on parle aujourd'hui donc des intervalles. Oui, c'est exact. En fait, intervalle en circulation, qu'est-ce qu'il faut comprendre par intervalle? Ok. Dans la circulation routière, quand on roule, il y a des intervalles qu'il faut laisser souvent. Et il existe donc deux types d'intervalles. L'intervalle latéral et l'intervalle de sécurité. Voilà. Ok, alors l'intervalle latéral, chaque fois que l'on veut effectuer un dépassement, il faut toujours laisser un espace entre votre véhicule et celui que nous voulons dépasser. C'est-à-dire qu'il faut que on prévoit, en tout cas, un battement entre les deux véhicules, de manière à ce que, surtout, les véhicules instables, parce que quand j'appelle un véhicule instable, les engins à deux roues, les animaux, les piétons sont des personnes instables. Donc, ils peuvent faire un mouvement vers la gauche et aller vers notre véhicule. Donc, pour les dépasser, il faut toujours laisser un intervalle d'au moins 1 mètre, c'est un minimum, 1 mètre en ville et 1,50 m en dehors de la ville. Parce que en dehors de la ville, on fait la vitesse. Et le véhicule, en faisant la vitesse, déplace un vent. Et ce vent déjà peut faire peur aux conducteurs d'engins à deux roues. Et c'est pourquoi il faut laisser vraiment de l'espace suffisant. Si l'on voit que, en voulant le dépasser, on ne peut pas laisser au moins les 1,50 m, alors on s'abstient d'effectuer le dépassement et on se met derrière lui. Mais il ne faut pas forcer. Surtout, même s'il y a un engin à deux roues qui vient en face, on n'a pas le droit d'effectuer le dépassement parce que nos routes n'ont qu'une largeur de 7 mètres. Et sur 7 mètres, si vous voulez dépasser quelqu'un qui est à droite en laissant 1,50 m, alors je ne sais pas ce qui reste à gauche, est-ce que ça serait suffisant pour que nous puissions passer. Voilà.
Alors, on va regarder les images ensemble, Monsieur Tapsoba, et vous allez pouvoir expliquer. Alors, ici, donc, il s'agit là de la sécurité, de l'intervalle de sécurité. Okay. C'est-à-dire que quand deux véhicules se suivent et qui vont à la même allure et qu'ils n'ont pas l'intention de se dépasser, alors chacun doit maintenir un intervalle suffisant avec le véhicule qu'il suit. Et de manière à ce que si celui qui est devant freine, que nous puissions faire la même chose afin d'éviter les accidents. C'est ça l'intervalle de sécurité. Voilà, c'est ça, c'est ça l'intervalle de sécurité. Donc ici, il faut toujours laisser un intervalle de sécurité suffisant en fonction de la vitesse que nous faisons. Et la logique aurait voulu que, bon, il y a un calcul technique qui se fait. Et normalement, c'est la distance parcourue par le véhicule en une seconde qu'il faut savoir. Et c'est très simple. Nous prenons, par exemple, à 20 à l'heure, nous prenons la dizaine de 20, qui est 2, que l'on multiplie par 3. C'est un calcul simple. Sinon, nous devons prendre 20 que l'on multiplie par 1000 pour convertir en mètres. Et puis prendre 1 heure, convertir en secondes, ça fait 3600. Et 20, ça fait 20 000 km. Donc, 20 000 divisé par 3600, ça va donner un nombre. Alors, c'est trop compliqué. Alors, le calcul a été simplifié. La dizaine de la vitesse multipliée par 3, tout simplement. Donc, à 20 à l'heure, on laisse 6 mètres. Et si vous voulez, vous pouvez laisser le double de 6 mètres, qui est 12, pourquoi pas. Alors, à 30 à l'heure, la dizaine de 30, c'est 3, que l'on multiplie par 3, ça fait 9. Donc, on laisse 9. À 40 à l'heure, vous voyez, au fur et à mesure qu'on va en vitesse, alors l'intervalle de sécurité aussi doit être assez grand, de manière à pouvoir s'arrêter. Voilà, c'est cela. Et 80 à l'heure? À 80 à l'heure, ça sera 8 fois 4, par exemple. 8 fois 4, ça fait 24 mètres. Donc, c'est comme je l'ai dit, laissons toujours le double ou pourquoi pas le triple. Généralement, les véhicules qui se télescopent, c'est au feu et souvent, ou bien quand vous vous suivez de près et que celui qui est devant freine brusquement. Et s'il freine brusquement, alors celui qui est derrière n'a pas le temps matériel de s'arrêter puisqu'il n'a même pas le temps de voir le feu stop de ce dernier. Alors donc, il va rentrer dedans. Et souvent aussi, celui qui suit derrière, donc souvent on peut avoir 3-4 véhicules qui se télescopent. Ce n'est pas intéressant. Alors donc, si chacun pouvait effectivement laisser un intervalle de sécurité suffisant, ça va nous éviter le télescopage. Voilà. Est-ce que c'est valable que ce soit un petit véhicule, un véhicule à poids léger, pareil qu'un véhicule à poids lourd? Ah, les poids lourds, le code dit que lorsque le véhicule a plus de 7 mètres de long ou plus de 3 tonnes 500, alors il doit laisser minimum 50 mètres. Donc on commence par 50 mètres en allant. Donc au besoin même, ils peuvent laisser 50 mètres 2 fois, c'est-à-dire 100 mètres, 150 mètres, ainsi de suite. Alors, il y a des véhicules par exemple qui traversent ce pays-là. Et chaque fois, il y a des accidents, tout simplement parce que si le premier véhicule passe au feu, alors tous les autres veulent suivre. Et en ce moment, des accidents arrivent. C'est pour dire qu'ils veulent se suivre à queue leu et de façon serrée. Et si le premier freine, alors tout le reste vient cogner par derrière. Et là, ce n'est pas intéressant du tout. Alors, évitons tout ça en respectant donc l'intervalle de sécurité. Donc, je vais dire que même, j'ai parlé de 7 mètres de long, même une voiture qui tire une autre voiture, ça a dépassé les 7 mètres. Donc, si on suit un camion, on doit laisser 50 mètres, ou plus de 50 mètres. Alors, quand deux poids lourds se suivent, ils doivent laisser 50 mètres. Un transport en commun qui suit un camion ou un autre transport en commun, 50 mètres minimum. Voilà. Ou bien vous laissez le double ou le triple de cela. Voilà. Ces calculs qu'on fait, c'est pour les automobilistes uniquement? Oui. Bon, généralement, les engins à 2 roues, eux aussi doivent laisser toujours un intervalle, mais il est très facile d'esquisser celui qui est devant à moto qu'en voiture. Oui.
Ouais. Donc, c'est pour dire que quand vous suivez un engin à 2 roues, et que, à moins que la personne fasse une manœuvre brusque, et en ce moment, l'accident va arriver. Et sinon, ils doivent également laisser un intervalle. Mais là-bas, on peut encore esquisser celui que l'on veut dépasser par rapport au véhicule à 2 roues. Parce que c'est une question de gabarit. Et quand on revient aux automobilistes, pour la réalité de nos routes au Burkina, est-ce que c'est facile quand même de respecter les distances de sécurité? Oui, les distances de sécurité, c'est très facile. Voilà. Parce que malheureusement, au Burkina Faso, le problème c'est quoi? Tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. Même si tu appelles quelqu'un de venir boire une bière, alors il vient en vitesse comme si la bière allait disparaître. Donc ce qui fait que on est toujours pressé et on occupe toute la largeur de la chaussée, ce n'est pas normal, parce que nous n'avons que des routes qui ont 7 mètres de large, pas plus que ça. Et en voyage, 7 mètres, c'est presque rien. Et donc, on doit se suivre à queue leu. Et aussi, on surveille les feux de stop et les clignotants de celui qui est devant nous. Et si nous respectons cela, nous allons voir qu'il y aura moins d'accidents. Et la distance de sécurité ou le respect de l'intervalle est valable quand on est au feu? Est-ce que c'est valable quand on est arrêté aussi? C'est très bien. Quand vous suivez un véhicule qui veut s'arrêter, il faut pouvoir vous arrêter de manière à voir les pneus de celui qui est devant à terre. C'est-à-dire, le véhicule est devant nous. Et nous, dans notre habitacle, on doit voir les pneus à terre. Si on n'arrive pas à voir les pneus, ça veut dire qu'on est... c'est juste l'arrière du véhicule. Le parachute qu'on voit, on est trop coincé. Voilà. D'accord. Et c'est dangereux. Même si vous ne savez pas calculer la distance de sécurité, au moins veillez à voir les pneus du véhicule qui est devant vous. C'est exact. Et il y a une autre possibilité aussi, quand la route a des traits, par exemple des lignes discontinues, on peut compter le nombre des lignes. Bon, le trait fait 3 mètres et le vide fait 10 mètres pour une ligne discontinue normale. Malheureusement, au Burkina Faso, nous avons des lignes sur les routes. Je ne sais pas c'est sur quel code ils ont vu ces tracés-là, mais ce n'est pas du tout réglementaire. Même les flèches de rabattement, la signalisation horizontale n'est pas du tout respectée. Voilà. Parce que le code doit être homologué dans tous les pays de manière à ce qu'on respecte le même code. Malheureusement, ce qui se fait ici est carrément souvent différent. C'est souvent différent. Et souvent, ces tracés n'existent pas sur certaines routes. Voilà. C'est la réalité. C'est ça. En effet, il y a souvent des lignes qui ne sont pas sur nos routes. Mais nous pouvons quand même prendre des exemples simples. Bon, on peut tenir compte des arbres, par exemple. Vous essayez de suivre un véhicule et il passe à un arbre et vous essayez de voir combien de temps à peu près vous allez faire pour atteindre cet arbre-là. Est-ce que si celui de devant freine, est-ce que je pourrais m'arrêter avant même de l'atteindre? Alors donc, mais en réalité, tout ça, c'est de l'à peu près. La meilleure des solutions, c'est de voir son tableau de bord et de respecter ce que nous avons dit, la dizaine de la vitesse multipliée par 3. C'est simple. Il n'y a rien à inventer. C'est simple et c'est pratique. Voilà. Alors, et pour rester toujours donc dans le respect de la distance de sécurité, quels sont les risques qu'encourent en fait ces usagers de la route là s'ils n'arrivent pas à respecter l'intervalle de sécurité? Alors, vous voyez, d'abord nous allons parler de l'intervalle latéral, parce que c'est important également. Alors, souvent, vous suivez quelqu'un, vous voulez le dépasser. Et surtout les engins à 2 roues. Et les personnes vulnérables, les engins à 2 roues, plus les piétons, les animaux et autres là. Il faut toujours laisser 1 mètre. C'est un minimum. Si vous laissez 2 mètres, c'est pas grave. Mais il ne faut pas le coincer. Parce qu'en cas d'accident, quand on va faire le constat, on va constater que ce que vous avez laissé avec la personne, ça ne vaut pas 1 mètre, vous serez rapidement en infraction. Alors, éventuellement, quand vous suivez quelqu'un et que la personne freine brusquement, vous ne lui cognez pas derrière. Vous ne pouvez jamais avoir raison. On ne va jamais avoir raison parce que celui qui ne cogne pas derrière a toujours tort.
Mais nous avons constaté une chose. Il y a des gens qui vous dépassent et rapidement ils s'insèrent et ils s'arrêtent. Ça arrive. C'est vrai. Alors en ce moment, il ne faut pas que le conducteur soit avare en explication. Hein. Il doit expliquer, il faut devoir dire que le gars a fait le serpentin, c'est-à-dire il a fait le serpent, et il s'est glissé devant moi, et je l'ai cogné. Alors que j'avais respecté la distance voilà, de sécurité. j'avais respecté. Mais lui, il a trouvé que l'espace que j'ai laissé entre les deux véhicules, là, ça lui permet de rentrer dedans. Et il s'infiltre, et maintenant, voilà, l'accident arrive. Alors, il est responsable à 150% de son accident. Voilà, ce n'est pas celui qui a cogné par derrière qui a tort, mais c'est celui qui a fait le serpentin là qui a tort. Qui a tort. Voilà. Il faut expliquer ça en cas de constat. Exactement. Alors, on va rappeler les conseils en conclusion, monsieur. Oui, c'est exact. Tapsoba. À l'approche des endroits dangereux, on doit toujours réduire l'allure. On a pris l'exemple des feux, des panneaux stop, hein, des carrefours, tout et tout. Alors, il faut toujours réduire l'allure pour être en mesure de s'arrêter si c'est nécessaire. Quand vous voyez le feu vert de loin, il ne faut pas se dire que en accélérant, je pourrais passer. Non. Quand on voit le feu vert de loin, ça veut dire que ça ne dure que 45 secondes, à peu près. Donc, vous n'avez pas le temps matériel de passer si réellement vous êtes loin. Donc il faut commencer à réduire l'allure, aller doucement. Comme ça, si le feu passe au jaune, on s'arrête. Au rouge également, on s'arrête. Alors, il y a d'autres qui accélèrent et après, le feu s'allume jaune, ils sont à 15 mètres et continuent jusqu'à ce que le feu soit rouge. Bon, en ce moment, si le policier l'arrête, il va dire qu'il a passé au feu jaune. Aujourd'hui, on ne parle plus de feu jaune. Le feu jaune dit que allons doucement, arrêtons-nous parce que bientôt il y aura le feu rouge. Le feu jaune dit bien, arrêtons-nous parce que bientôt il y aura le feu rouge. Donc le feu jaune ne dit pas d'accélérer pour passer, non. On ralentit pour s'arrêter, on se prépare à s'arrêter. Exactement. Okay. Voilà. Ensuite, alors, les véhicules qui se télescopent, c'est comme je l'ai dit. Ça veut dire que les véhicules qui se transforment là, voilà, qui se transportent. Ah, ok. Qui se cognent 2, 3, 4 là. Oui, c'est la télescopie ça. Alors donc, si 2, 3, 4 véhicules se cognent, tout simplement parce que personne n'a respecté la distance de sécurité. Et chaque fois qu'on s'arrête, j'oubliais, il faut avoir toujours le pied sur le frein. Comme ça, si celui qui est derrière vient vous cogner, vous n'allez pas bouger ou cogner celui qui est devant. Mais si vous avez laissé les pédales, s'il vient vous cogner, vous allez en roue libre et vous foncez directement sur celui qui est devant. Alors, donc, autant d'éléments. Et donc, chaque fois qu'on s'arrête, il faut avoir toujours le pied sur la pédale. Parce que souvent, les terrains ne sont pas plats. Donc, comme les terrains ne sont pas plats, moindre mouvement, seulement votre véhicule va avancer. Et ça va créer éventuellement d'autres choses. Alors, faisons des économies de carburant, bien sûr, en adaptant notre allure. Si on veut économiser du carburant, il faut savoir rouler. Là où il faut aller doucement, on va doucement. Là où on peut aller un peu vite, on va vite. Mais si il faut aller accélérer aussitôt, s'arrêter, accélérer aussitôt, en ce moment, on ne fait que des consommations exagérées. Alors, pour dépasser un usager instable, je dis bien, pour dépasser un usager instable. Instable. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par instable? Instable, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller tout droit. Et une voiture, par exemple, tout le monde sait qu'une voiture, c'est un conducteur qui a passé le permis. Celui que vous voulez, vous aussi, vous avez passé le permis. Donc, pour deux véhicules qui veulent se dépasser, il n'y a pas de distance latérale à respecter. Parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Par contre, nous avons les engins à deux roues. Il peut rouler et subitement même, il évite un trou. Il peut éviter un trou, il peut en tout cas faire un mouvement instinctif sans chercher à savoir ce que ça peut l'apporter comme problème. Alors donc, ce sont ces gens-là que nous appelons des personnes instables. Les deux roues, les piétons, les animaux, alors les charrettes, voilà. Tout ça sont des usagers instables. Donc pour les dépasser, il faut laisser au minimum 1 mètre en ville et en dehors de la ville, 1,50 mètre. Si on ne peut pas laisser cette distance-là, on s'abstient
d'effectuer le dépassement en ce moment. Alors, il faut savoir éventuellement que quelqu'un qui ne cogne pas derrière aura toujours tort. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Tapsoba, pour ces conseils-là. Okay. On vous invite à respecter l'intervalle et la distance de sécurité. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci bien. Restez avec nous. Je rappelle que M. Hippolyte Tapsoba est de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. On s'arrête ici et juste après, on va marquer une petite pause et juste après, on retrouve d'autres chroniqueurs. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Merci à vous de votre attention à cette émission qui s'achève maintenant. Merci de cette semaine de fidélité. Le rendez-vous est pris pour le lundi, Inch'Allah, pour d'autres aventures de Bonjour le Façon. Un autre site à découvrir, de nouveaux invités à recevoir sur ce plateau, des nouveaux thèmes à développer à travers les différentes chroniques de cette émission, mais de l'information aussi à travers donc la revue commentée par nos journalistes. Merci à vous de votre fidélité. Et il me plaît en fin de semaine de dire merci à toute l'équipe qui nous accompagne tout au long de la semaine, assez important. Ils sont derrière, mais c'est grâce à eux que vous nous voyez. Merci à Mariette Kokwaga qui a assuré la réalisation cette semaine. Merci au petit Joseph, donc Joseph Caboré au son, et merci bien sûr à Freddy du côté de la diffusion. Merci à Laura à la production et merci à tous les techniciens au niveau du montage et surtout à la rédaction pour l'accompagnement. Allez, on se retrouve lundi. Prenez soin de vous, bon week-end et que